Le mot autisme, tout le monde le connaît ou croit le connaître. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Aujourd'hui, on va laisser tomber les idées reçues, les clichés, et on va plonger ensemble au cœur du sujet. Le trouble du spectre de l'autisme, le fameux TSA. Et on va le faire en se basant sur ce que la science nous dit, tout simplement. Voilà, c'est la question centrale. Qu'est-ce que le spectre de l'autisme au juste? Parce que, on va le voir, derrière ce simple mot, il y a une diversité incroyable d'expériences humaines. Alors pour bien comprendre, on va prendre le temps de tout déconstruire, étape par étape. Ok, première étape, qu'est-ce que le spectre? On commence par les bases. Avant de se perdre dans les détails, il y a un mot qu'il faut absolument saisir. C'est le mot spectre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Croyez-moi, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Alors, la définition officielle nous dit quoi? Que le TSA est un trouble neurodéveloppemental. Ça a l'air compliqué, mais en fait, ça veut juste dire que ça a à voir avec la façon dont le cerveau se construit, se développe. Et ça se manifeste dans deux domaines bien précis. D'un côté, tout ce qui touche à la communication et aux interactions avec les autres, et de l'autre, des intérêts qu'on appelle restreints et des comportements répétitifs. C'est le point de départ, et il est fondamental. On ne parle pas d'un choix de la personne, ni d'un trait de caractère. Et c'est là que ce mot spectre devient super important. L'autisme, ce n'est pas du tout un interrupteur, genre on ou off. Non. L'image qui marche le mieux, c'est celle d'un dégradé de couleurs. C'est un continuum. Ça veut dire qu'il y a une infinité de nuances entre une personne qui va avoir besoin d'un soutien énorme au quotidien et une autre personne dont les particularités seront, disons, beaucoup plus discrètes. Bon, maintenant qu'on a compris cette idée de spectre, on va pouvoir creuser un peu plus. On va s'attaquer à ces fameux deux domaines clés. Pensez-y comme les deux piliers sur lesquels repose tout le diagnostic de l'autisme. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, les voici ces deux piliers. C'est très simple en fait. Imaginez deux grands cercles. Dans le premier cercle, on met tout ce qui concerne les difficultés de communication et d'interaction sociale. Dans le deuxième, on met le caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts, bref, tout ce qui sort un peu de la norme à ce niveau-là. Eh bien, pour parler de TSA, il faut que ces deux cercles se croisent. Il faut qu'il y ait des éléments des deux domaines. Un seul, ça ne suffit pas. Mais attention, c'est un point super important. Quand on dit communication, on pense souvent à la capacité de parler, de faire des phrases. Mais ça va bien au-delà de ça. On parle de tout ce qui n'est pas dit, l'implicite. Comprendre le second degré d'une blague, par exemple. Ou deviner qu'il ne faut pas couper la parole à quelqu'un. Ou encore, un truc tout bête, suivre le regard de son interlocuteur pour regarder la même chose. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la pragmatique du langage. Et c'est souvent là que se situent les vrais défis. Maintenant, pour bien saisir ce qu'est l'autisme aujourd'hui, c'est hyper intéressant de faire un petit retour en arrière, de voir d'où on vient. Parce que l'histoire de la compréhension de l'autisme, elle est mouvementée, pleine de rebondissements, mais aussi, il faut le dire, d'erreurs monumentales. Des erreurs qu'il est essentiel de connaître pour ne plus jamais les refaire. Regardez cette frise, elle parle d'elle-même. On part de théories franchement terribles et surtout complètement fausses, comme celle des mères réfrigérateurs, qui culpabilisaient les mères de façon abominable, et on arrive, des décennies plus tard, à un consensus scientifique solide. L'autisme, c'est neurologique. Point. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas la faute de l'éducation, c'est lié au cerveau, à la biologie, et ce changement de perspective, ça a absolument tout changé. D'accord. Donc, si ce n'est pas la faute des parents, et que c'est bien neurologique, la question qui se pose, c'est comment on fait pour le savoir? Comment on pose un diagnostic? C'est justement tout l'enjeu du diagnostic aujourd'hui. Alors là, il faut tout de suite oublier une idée reçue. Il n'y a pas de prise de sang, pas de scanner du cerveau, pas de test miracle pour diagnostiquer l'autisme. Ça n'existe pas. Non. Le diagnostic, c'est plutôt comme un grand puzzle. Un puzzle complexe que seule une équipe de plusieurs professionnels peut assembler. Des psychologues, des médecins, des orthophonistes, tout un tas de spécialistes qui vont observer, évaluer et mettre en commun leurs conclusions pour avoir une vision globale. Et ce tableau, il illustre un changement qui est une vraie révolution. En 2013, le DSM, c'est un peu la bible du diagnostic en santé mentale, a tout changé. Avant, on avait plein d'étiquettes différentes. Syndrome d'Asperger, trouble autistique, etc. C'était un peu le bazar. Maintenant, c'est fini. On parle d'un seul et unique trouble du spectre de l'autisme, mais, et c'est ça la nouveauté, on va préciser le niveau de soutien dont la personne a besoin. Niveau 1, 2 ou 3. C'est un changement énorme. On ne se focalise plus sur l'étiquette, mais sur les besoins concrets de la personne. On arrive maintenant au point qui est peut-être le plus important de tous. L'idée qu'il faut absolument retenir. Chaque profil est unique.
Il y a cette phrase qu'on entend souvent et qui est tellement vraie. Quand on a rencontré une personne avec autisme, on a rencontré une personne avec autisme. C'est tout, ça résume parfaitement l'immense diversité du spectre. Et cette diversité, elle est vertigineuse. Le spectre, c'est quoi? C'est une personne qui ne parle pas, qui n'utilisera jamais le langage oral. Et à côté, c'est une autre personne qui est hyperlexique, qui savait lire à 3 ans. C'est quelqu'un qui peut avoir des comportements d'automutilation et un autre qui a des talents exceptionnels en musique ou en maths. C'est ça le spectre. Il n'y a pas un visage de l'autisme, il y a des milliers de visages. Il n'y a que des individus. Alors, une fois qu'on a un diagnostic, la grande question c'est « et maintenant ? On fait quoi ? Comment est-ce qu'on peut accompagner au mieux ?» C'est ce qu'on va aborder dans cette dernière partie, la philosophie qui se cache derrière une intervention efficace. Et là encore, il y a une idée fondamentale à intégrer. Le but de l'accompagnement, des interventions, ce n'est pas de réparer ou de guérir l'autisme. On n'est pas là pour normaliser la personne. L'objectif, il est complètement différent. Il s'agit de l'aider à développer des compétences, à lui donner des outils pour mieux communiquer, pour gagner en autonomie, et aussi, bien sûr, à réduire les comportements qui peuvent être dangereux pour elle ou pour les autres. Le but final, c'est de l'aider à s'épanouir telle qu'elle est. Et pour finir, cette citation du docteur Ivar Lovaas résume absolument tout. C'est tellement simple et tellement puissant. Je la lis. Si un enfant ne peut pas apprendre de la manière dont nous enseignons, nous devons enseigner d'une manière dont l'enfant peut apprendre. Franchement, tout est là. Ça retourne complètement la perspective. Le problème, ce n'est pas la personne qui n'arrive pas à apprendre. C'est à nous d'adapter notre façon d'enseigner. C'est à nous de trouver la bonne clé. Finalement, ce n'est pas juste une question de technique, c'est une invitation à être plus créatif, plus empathique et tout simplement plus humain.